Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce premier test de jeu vidéo de cette année 2026. On attaque aujourd'hui un jeu très attendu par la fanbase du jeu d'origine, mais aussi un petit peu aussi par les joueurs, parce que mine de rien, il s'était fait attendre depuis son annonce, après de multiples reports et surtout un manque cruel de dates. On savait pas du tout quand est-ce qu'il sortait, même pas une petite horizon, et il a enfin fini par pointer le bout de son doigt et à nous montrer de quoi il en retournait. Et aujourd'hui, je vous parle Dark Knight Enfield. Ça y est, il nous a fait attendre, le voici, le voilà, le bébé rôle et action de chez Hypergriff, parce que oui, il est développé par Hypergriff, distribué un peu partout dans le monde par Grifflin, et développé sous Unity. Alors, il s'est fait attendre ce jeu pour plein de raisons, même si on pourrait croire que du fait qu'il est développé sur Unity avec les assets qui existent déjà, que le jeu pouvait sortir plus rapidement, et ben non, parce qu'ils ont pris leur temps. On a eu 1 milliard de trailers sans avoir aucune porte d'ouverture vers une sortie, et je pense qu'ils ont eu bien raison de ne rien dire tant que le jeu n'était pas prêt, et il est sorti, je trouve, parfaitement comme il faut, puisqu'on peut commencer tranquillement par parler du scénario Dark Knight Enfield. Je pense qu'on peut commencer tranquillement là-dessus. Alors, nous jouons l'Administrator, un personnage que vous pouvez choisir entre un homme et une femme. Rien de bien intéressant de ce côté-là. Je veux dire, on est dans les classiques de ce qui se fait ces dernières années de ce genre de jeu de rôle d'action, gacha, ce que vous voulez. Donc, en l'occurrence, si vous choisissez l'un ou l'autre, ça ne change strictement rien au scénario. Et donc, vous êtes les fondateurs d'Enfield, une organisation qui a fui sa planète natale suite à des guerres et qui s'est construit une sorte de colonie dans l'espace et qui a pour but de reconstruire l'humanité, en fait, tout simplement. Je vulgarise scénaristiquement, mais vous avez dû voir 5 milliards de trailers et surtout 5 milliards de tests avant le mien avec tous ceux qui ont été faits sur la bêta et les mecs qui ont poncé le jeu avec plus de 100 heures. Je pense que vous avez eu déjà beaucoup de résumés scénaristiques. Donc je grossis le trait, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Mais bon voilà, on est sur un personnage qui a perdu la mémoire, donc et qui a des pouvoirs évidemment très importants, qui est à l'instar de Dr Dark Knight, puisque oui, le Dark Knight ne vous est pas inconnu, Je vais pouvoir étayer un peu là-dessus parce que beaucoup se posent des questions même après la sortie de celui-ci et on entend beaucoup de fake news concernant Dark Knight Enfield, donc je vais me permettre de clarifier un petit peu tout ça. Faut savoir qu'il se placerait a priori, sachez que c'est des fans Dark Knight et ils se reconnaîtront s'ils passent par là. J'ai des connaissances qui adorent, qui idolâtrent Dark Knight, qui connaissent par cœur le jeu mobile Dark Knight et qui par conséquent sont unanimes là-dessus. Dark Knight Enfield se passe après, ou en tout cas dans la continuité du jeu mobile. Ce n'est pas du tout, comme on peut l'entendre partout, un jeu que vous pouvez lancer sans rien connaître de la licence. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Vous pouvez éventuellement découvrir Dark Knight Enfield sans rien connaître, mais sachez que vous allez louper des quantités de lore monstrueuses en fait. Alors à ce stade, moi en tout cas du peu que j'en ai fait sur ce Dark Knight Enfield, je peux pas vous dire quels éléments vous allez louper. C'est je pense en avançant dans l'aventure, et c'est essentiellement surtout sur les personnages, sur certaines rêves de lieux, sur je ne sais pas des noms, des noms d'objets ou je ne sais quoi. Mais sachez qu'il faut au moins un minimum, c'est recommandé, connaître Dark Knight pour avoir tout en clé en main pour comprendre scénaristiquement ce qui se passe sur c'est quoi l'oripassie, pourquoi dans certaines fiches de personnages il y a la mention d'être comment on appelle ça, d'être touché ou d'être empoisonné. Je n'entrerai pas dans les détails, mais pour ceux qui connaissent Dark Knight, voilà, merde, d'avoir une maladie incurable, vous savez, touchée dont certains personnages sont touchés dans l'univers Dark Knight. Je crois que c'est de l'oripassie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais bref, il y a des éléments de lore qu'il faut connaître. C'est, je trouve, essentiel là-dessus. Mais malgré tout, c'est quand même sympa à faire. Voilà, c'est quand même sympa à faire, même si vous connaissez pas et tout. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé plus. Voilà, je m'arrêterai là-dessus.
Si vous voulez bien, on va passer au graphisme, parce que oui, je vous ai dit, hein, scénaristiquement, on va pas bien loin. Après, bon, reconstruire l'humanité, c'est-à-dire passer par plusieurs zones, reconstruire certaines zones, repeupler électriquement avec des tours, rebrancher l'électricité et tout ça, c'est globalement ce que vous avez déjà vu un milliard de fois, et qui va être le cœur de ce Ark Knight Field, hein. Graphiquement, parce que je passe sur ça, sur le deuxième point que je voulais évoquer, c'est absolument superbe. Vraiment, graphiquement, je pense que tout le monde est raccord là-dessus. Même ceux qui, globalement, n'ont pas apprécié le jeu plus que ça et n'auront joué qu'une heure ou n'auront fait que l'intro, allez savoir, hein, c'est pas grave. Je pense que vous pouvez être honnête avec vous-même, le jeu est vraiment magnifique sur tous les points. Et sur toutes les plateformes, parce que le jeu est disponible sur mobile, sur PC et sur console, sur PlayStation 5 en l'occurrence. Sur ces trois plateformes, le jeu est superbe, vraiment, même sur mobile, hein. Sachez que la version mobile, je possède un Poco X7 Pro 5G, le jeu tourne super bien. Et c'est un autre point qu'on évoquera tout à l'heure. Non, je peux en parler dans le graphisme en fait. Non, c'est comment dire, l'optimisation. Le jeu est super bien optimisé, le jeu tourne super bien. Sachez que le gameplay que vous voyez passer en fond depuis tout à l'heure, c'est ma version PC qui tourne en ultra. Et le jeu est magnifique, vraiment. Et il y a en plus plein de petites features rajoutées dans le jeu, c'est-à-dire que quand vous avez un écouteur, alors, vos écouteurs en l'occurrence ou un casque, si un personnage est plus à gauche de l'écran, vous allez entendre sa voix plus dans votre oreille gauche, et inversement s'il est plus à droite de l'écran. Il y a un petit soin apporté au son dans le jeu qui n'est souvent que présent sur les versions console, avec le Dolby Atmos, etc., avec tout cet aspect 5.1, 7.1. Et bien là, ils l'ont mis même sur les versions PC, alors mobile, je pense pas, à moins que j'aurais peut-être pu essayer avec des écouteurs sur mon smartphone. Je vous avoue ne pas avoir essayé, mais ça m'étonnerait, hein, quand même que cette technologie soit disponible sur mobile, malgré que certains mobiles ont le Dolby Atmos, donc c'est pas impossible. Mais voilà, il y a un petit soin apporté, tu sens qu'ils ont fait les choses bien et jusqu'au bout, et ça c'est vraiment un plus, parce que enfin le jeu, encore une fois sur toutes les plateformes, il est beau, il est fluide, il est pas buggé, et bref. Il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Franchement, je passe vraiment très rapidement sur ce point-là. Le troisième point, et c'est essentiel, c'est ce qui est au cœur du jeu, c'est évidemment son gameplay, son ergonomie. Est-ce que la version PC et console est une vraie version PC-console, contrairement à certains autres jeux qu'on a pu essayer ces dernières années et qui sont sortis, même si ce Ark Knight Field n'est pas trop comparable, et ce sera un point supplémentaire à ajouter, je pense, en conclusion. Est-ce qu'il est vraiment comme les autres ? Sachez que niveau gameplay, c'est pas très original. Je pense que je peux étayer le point tout de suite. Sachez qu'on est plus proche d'un Honkai Star Rail que d'un Genshin Impact ou qu'un Tower of Fantasy ou qu'un Wuthering Wave par exemple. Niveau gameplay, on est vraiment sur la simplicité maximale, mais il y a quand même quelques petites features très sympathiques dans Ark Knight Field, notamment le fait que quand vous vous battez à plusieurs, parce que vous pouvez vous battre avec plusieurs alliés, notamment 3 sur le terrain, sachez que vous pouvez switcher et ils combattent. Voilà, vous n'êtes pas solo sur le terrain à combattre en solo, et c'est pas juste vous switcher de personnage pendant le combat. Non, les personnages sont présents avec vous en combat, et il y a combat en même temps que vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de focus un personnage ou un ennemi en particulier. Vos autres alliés vont aller combattre les ennemis juste à côté de vous. Donc, c'est super. Alors, il faut évidemment aller augmenter leur niveau, aller leur équiper d'armes plus puissantes, parce que vous avez les classicos, puisque c'est un gacha, vous avez les classicos 4 étoiles, 5 étoiles, et plus tard, je pense, faire évoluer encore plus. Mais voilà, le système de gacha est a priori beaucoup plus sympathique que sur certains gachas ces derniers mois. Ça a été l'une des grandes questions à la sortie d'Ark Knight Field, ou quelques jours avant sa sortie, où beaucoup se posaient la question, est-ce qu'il allait être aussi généreux, ou en tout cas plus généreux que certains autres gachas? Et a priori, oui, dans son lancement, le jeu a été super généreux. À chaque multi que vous faites, vous obtenez au moins facilement un 5 étoiles. Et il y a même certains personnages 4 étoiles, je vous le dis direct, que j'ai déjà C5. Donc j'ai déjà au max. Donc ça va très vite, et le jeu est vraiment, je trouve, très généreux, voire peut-être trop généreux en fait là-dessus.
Maintenant, voilà, je le disais, je reviens là-dessus. Vous pouvez équiper vos personnages d'armes, d'armure, etc. Mais c'est pas poussé à l'extrême. On va pas aller, genre, on loot pas des armes plus 6, ou platine, ou or, ou diamant, ou ce que vous voulez, ou des armes super rares, machin, 4 étoiles ou 5 étoiles qu'il faut absolument mettre sur votre personnage. Non, on va dans la simplicité, on se prend pas la tête. Alors, allez savoir s'ils vont mettre derrière du merch, ou des skins, ou ce que vous voulez, hein, ça serait bête, parce que le jeu est très bien comme il est actuellement, mais franchement, là-dessus, je trouve ils se sont pas pris la tête. Les menus, et je les trouve sympas, et c'est parfait pour parler de l'ergonomie du jeu. Sachez que la version PC est, je trouve, une vraie version PC. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que même si les menus sont quasi identiques sur les 3 versions. Alors, j'ai pas essayé la version console, mais a priori, hein, ça devrait être pareil. Hein. À moins qu'ils aient fait une version toute particulière sur console, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont dû simplement modifier pour pouvoir accéder au menu à travers les touches de la manette. D'ailleurs, j'ai pas essayé, mais vous vous doutez bien qu'on peut évidemment jouer sur manette sur PC, mais je vais me faire taper dessus par les joueurs clavier-souris. D'ailleurs, c'est un point supplémentaire. Hein. On peut pas localiser les touches en AZERTY sur ce jeu. On est en 2026 et on est obligé de jouer en QWERTY. Ouais. Faut aller se faire foutre, hein. Vraiment. On est en 2026 et on peut pas. Et le pire, c'est qu'on peut pas modifier les touches. C'est pas comme si, genre, c'est bon, tu mets en AZERTY. Et j'en ai même vu passer qui, pour justifier ça, sont en mode, mais frérot, t'as juste à mettre ton clavier en QWERTY sur Windows et puis c'est bon, ça règle ton problème de touche. C'est quoi cet argument? C'est quoi c'est quoi ce justificatif qui sert d'excuse aux développeurs pour ne pas te donner accès aux touches? Les seules touches que tu peux modifier, c'est pour courir, pour sauter. Pourquoi tu peux pas modifier ton ZQSD? Pourquoi t'es obligé de jouer avec WAQD? Pourquoi est-ce qu'on t'oblige à jouer avec des touches qui ne sont clairement pas habituelles pour les joueurs européens? On se fout de qui, là? Vous voulez vraiment nous forcer à jouer avec la manette, là? Franchement, je suis pas content. Sur ça, là, je m'en suis rendu compte direct en lançant le jeu. Et le pire, c'est pas comme si on vous donnait juste pas accès aux touches. Non, on vous montre bien les touches et on vous met un cadenas dessus en mode LOL. Tu les vois, et bah tu pourras pas les changer. On est où là? On est en 2026. Putain, le jeu, sérieusement, il est superbe graphiquement, niveau gameplay, niveau tout, niveau graphisme et tout. On aime ou on n'aime pas. Il y a le système de craft, je pourrais en parler parce qu'on a les 2 derniers points et après on parlera des points positifs et négatifs du jeu. Mais il y a les usines à craft, hein, vous savez, les fameuses usines qui ont beaucoup fait parler hein, pendant les bêtas, où vous pouvez vous créer une énorme ferme électrique, où vous placez des trucs, vous placez des éléments, des grosses machines qui vont vous donner, qui vont vous permettre de farmer des objets, des minerais, etc. Il faut aimer. Ce système de craft. Ça avait déjà fait parler au moment des bêtas, je reviens là-dessus, je me répète, que certains n'allaient pas aimer, et effectivement, ça ne plaira clairement pas à tout le monde. Au moins, c'est bien, parce que les testeurs des bêtas avaient déjà prévenu que ça diviserait les gens au lancement du jeu, qu'il y en a qui abandonneraient très probablement et qui ne lanceraient jamais cette feature du jeu, parce qu'on ne vous oblige absolument pas à utiliser cette feature du jeu pour avancer. C'est recommandé de le faire parce que ça va vous permettre de farmer des trucs qui vont vous permettre d'obtenir des meilleurs objets pour améliorer vos armes, etc. Parce qu'évidemment, les loots ne sont pas infinis, sauf si vous voulez aller recombattre dans les mêmes zones à l'infini et faire du farm pendant 4 heures juste pour améliorer votre personnage niveau max. Voilà, c'est peut-être mieux aussi d'avoir une ferme à farm, une ferme électrique, je sais pas comment on appelle ça, une usine. Voilà, une usine, excusez-moi, j'avais pas le bon terme. Mais on aime ou on n'aime pas ce système. Moi, je suis pas friand, j'ai jamais aimé, moi j'ai pas de patience. Je n'ai plus de patience. C'est aussi pour ça que je n'ai pas été plus loin que le chapitre 1 sur le jeu. Voilà, je l'admets, je suis totalement transparent avec vous. Si je n'ai pas été plus loin, c'est aussi pour ça, parce que je n'ai plus de patience. Même si le gameplay est sympathique et ça se prend pas la tête, il n'y a pas 50 movesets, les personnages sont très facilement jouables, il n'y a pas 50 000 touches, même si au clavier souris, évidemment, va appuyer sur W et essayer d'appuyer sur 1 et 2 en même temps pendant que tu attaques.
C'est très pratique. Merci beaucoup. Hein. Voilà, encore une fois, pour l'ergonomie, c'est pas super. Et pour boucler là-dessus, parce que je pense, coupé la parole tout à l'heure, je trouve la version PC très bien. Parce que c'est vrai que ces dernières années, encore une fois, on a eu des versions PC qui sont en fait simplement des portages d'une version mobile et qui ne sont où les menus sont clairement les menus d'un jeu mobile qui ne sont pas adaptés et qui sont gigantesques, moches et laids à en crever sur PC, où clairement tu sens que les développeurs ils se sont pas fait chier, ils ont fait copier-coller, hop, un launcher, hop, ça fait une version PC. Voilà. C'est ça, et c'est littéralement le cas en fait. Hein. Regardez Wuthering Wave par exemple. Hein. Je suis désolé, déjà qu'en plus le jeu il est moche à mourir, mais en plus la version PC c'est littéralement une version mobile plus, et qui en plus n'arrive pas à être plus jolie que la version mobile est plus belle que la version PC. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, et il faut savoir mettre les bons développeurs là où il faut. Quoi. Donc pour le coup, ce Hard Night Enfield a tout réussi à tous les niveaux, sur toutes les plateformes. Il est parfait comme il est, même si c'est en conclusion de tout ça, ça fait beaucoup de points en plus, j'en suis navré, c'est qu'on ne peut pas aller partout. Voilà. Comme je le disais au tout départ, on est plus proche d'un Zenless Zone Zero ou d'un Honkai Star Rail que d'un Genshin Impact ou qu'un Wuthering Wave ou que sais-je. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut pas grimper, on peut pas faire certaines choses. On est limité dans nos mouvements. Certains diront que les mouvements du personnage sont un peu rigides. Moi, je trouve pas trop. Ça va, ça passe. Surtout que les textures baffent pas. Il y a pas trop. J'ai pas vu sur PC ni sur. Alors peut-être un peu plus sur mobile et c'est logique. Mais de clipping et tout, ça va. Franchement, le jeu est très bien comme il est. On y a une distance d'affichage raisonnable, pour ne pas dire gigantesque, parce qu'encore une fois, les environnements sont magnifiques. Faut voir juste la scène d'introduction qui est juste spectaculaire. C'est dans les points positifs tout à l'heure, mais voilà, allez, un petit point positif déjà pour commencer. Alors, j'ai même pas fini les points que je voulais aborder et qui nous restent à aborder d'ici quelques secondes, mais l'introduction elle claque sa mère, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Eh bien, on a le doublage et la traduction. Alors, on a 3 doublages sur Hard Night Enfield. Alors, on passe vite fait dessus. Hein. La version anglaise, la version japonaise, la version évidemment coréenne. Ça change pas d'habitude. Certains aimeront l'anglais parce que Ark Knight de base c'est anglais. Enfin, non, c'est chinois de base. Faut le savoir. Hein. C'est un jeu chinois et de toute façon, Hypergriff c'est une boîte chinoise. Hein, il faut le savoir. C'est logique de toute façon. Je crois que c'est d'ailleurs eux aussi qui ont développé le jeu mobile de base d'Ark Knight à l'époque. Donc à moins que je me trompe, mais je crois que c'est la même boîte qui se sont occupés de toute façon des deux jeux. Et pour le coup, grosse amélioration. Bravo à eux. Hein. Et la traduction, c'est évidemment le gros point parce que après être passé derrière l'immonde Wuthering Wave, autant graphiquement que niveau traduction, parce que Wuthering Wave, mon Dieu que c'était mauvais. Et bah ça fait du bien, parce que Wuthering Wave, pardon, lapsus révélateur. Parce que Ark Knight Enfield, il est super bien traduit. Les textes sont ultra lisibles. Alors, on bouffe des pavés de texte, mais au moins c'est très lisible. La traduction est superbe, respectée par rapport au lore et tout ça. Il y a des termes très spécifiques. Tu sens que ça a été traduit par des vrais gens et pas juste par une IA ou que sais-je, ou par des gens qui connaissent rien à la traduction chinoise ou anglaise, parce que la traduction anglaise, enfin, parce que la traduction française est basée sur une traduction anglaise qui elle-même est mal branlée. Donc voilà. Tu sens qu'ils n'ont pas, ou que sur certains jeux, notamment un certain Wuthering Wave, ils ont clairement pas embauché les bonnes personnes, parce que le boulot de base n'a pas bien été fait. Et bah sur ce Ark Knight Enfield, c'est tout le contraire, la traduction est juste aux petits oignons. Merci beaucoup, et c'est quand même très ironique quand tu sais que le jeu Ark Knight sur mobile, l'Ark Knight originel, n'a pas de sous-titres français. C'est ce qui est très dommage quand même, soyons honnêtes, hein, un minimum. C'est que le jeu de base mobile n'est jamais arrivé en France. Il a une version européenne, mais traduit seulement en anglais. Donc, c'est très ironique, je trouve, que ce Hard Night Enfield, que, à part les néophytes, enfin, à part les fans hardcore d'Ark Knight attendaient, les néophytes ne connaissant pas forcément Ark Knight, de se dire que ce jeu a un lancement mondial avec une traduction française. C'est à n'y rien comprendre. Mais c'est très bien, hein. C'est très cool hein, qu'ils aient une traduction française, mais c'est à n'y rien comprendre. Alors on peut finir sur les petits points positifs et négatifs de ce Ark Knight Enfield, parce que j'en ai noté quand même certains trucs qui étaient très bien. D'ailleurs j'en ai évoqué certains. Hein. Les graphismes spectaculaires, l'intro qui claque, hein, j'en parlais tout à l'heure. Du coup vraiment l'introduction qui
qui peut perdre un peu les joueurs, c'est vrai, mais l'introduction, elle défonce. Vraiment, si vous n'êtes pas dedans dès l'introduction, vous n'aimerez pas le jeu tout court, en fait. C'est clair, net et précis, vous n'allez pas aimer. Parce que vraiment, l'intro... en fait, l'introduction, elle est vraiment là pour t'entrer dans l'univers du jeu, pour te faire comprendre que l'administrateur, il est plus qu'important dans l'histoire, et que si tu n'entres pas du tout dedans, d'ailleurs, notre personnage qui a une personnalité et qui parle, contrairement à certains héros d'autres jeux que je ne citerai pas, mais vous savez très bien desquels on parle, ne parle jamais. Et à part faire des signes de tête et ne pas avoir de doublage, ce jeu a vraiment aussi des cinématiques. C'est un truc que j'aurais pu parler tout à l'heure, les cinématiques en plus de l'intro. Parce que l'intro, de manière globale, les cinématiques du jeu sont juste... ça compile aussi avec graphiquement, tu vois. Les deux se compilent parfaitement. Le jeu est vraiment sublime à tous les niveaux. Vraiment, là-dessus, il n'y a vraiment rien à ajouter de plus. Les musiques aussi, j'aurais pu l'ajouter. Bah oui, c'est un tout. Je vous ai dit, c'est un package parfait pour Ark Knight Field. Il y a tout qui va. Les musiques sont aussi incroyables. Et encore plus dans l'intro où vous en prenez plein la gueule. Donc, et globalement, je trouve que les musiques du jeu, même si elles sont un peu moins présentes par la suite, c'est très cool. Et tout à l'heure, dans le gameplay et tout ça, j'en parlais. Les combats qui sont simplifiés, les personnages qui sont à plusieurs durant les combats. Vous combattez pas seulement seul, mais aussi avec vos 3 alliés qui sont facilement équipables. C'est pas trop le fouillis dans les menus, etc. C'est plutôt bien branlé sur toutes les versions disponibles à l'heure actuelle d'Ark Knight Field. Et les petits moins, alors les petits moins, il y en a quand même, hein, voilà. Notamment la localisation clavier qui n'est pas présente. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Et donc j'ai suffisamment tapé du point tout à l'heure. C'est que c'est vraiment inadmissible en 2026 de ne pas avoir de localisation et qui force les joueurs qui ne sont pas, enfin qui adorent le clavier souris et qui sont pas habitués à jouer en QWERTY à devoir passer sur manette. Et je sais que certains joueurs ça va les faire chier. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites en sorte que sur les prochaines mises à jour, surtout pourquoi vous nous le montrez si c'est pour mettre un cadenas et pour nous dire eh ben non connard tu peux pas changer les touches. C'est vraiment vous nous prenez pour des abrutis. On a l'impression que vous nous pointez du doigt et vous nous dites chais, tu peux pas changer les touches. Et ça j'aime pas, vraiment de nous prendre pour des cons comme ça. Franchement ça passe pas. On aime ou on n'aime pas le craft usine. Voilà, ça va être une feature du jeu qui accrocheront certains joueurs et d'autres non, et c'est mon cas. Voilà, je n'accroche pas à ça. Je n'ai plus aucune patience de devoir farmer pendant 8 heures pour avoir un item. Vraiment, je n'en peux plus pour ça. Malgré que le jeu, je pense, a une histoire complètement terminée. Hein, et il n'y aura pas... À moins qu'il soit chapitré le jeu et qu'il faille attendre des mises à jour pour avoir des nouvelles zones, etc. Mais ça m'étonnerait. Je pense que le jeu est vraiment... ou en tout cas un début, un milieu, une fin. Je pense que le scénario de ce Ark Knight Field a vraiment un fil conducteur qui a été pensé sur le très long terme, vu le temps que le jeu a mis à sortir en même temps. Hein, je pense que le scénario il doit être bouclé ou ça serait bête. Après, il peut y avoir des mises à jour qui débloquent de nouvelles zones supplémentaires. Ça, c'est pas impossible. Hein, voilà. Et la carte immense, évidemment, est limitée en accessibilité. Hein, je vous disais, on peut sauter, mais on peut pas escalader. Et il y a certains trucs, tu te dis, j'aimerais bien monter sur cette gigantesque montagne. Et le level design n'aide pas non plus, même si c'est vrai qu'il y a des bâtiments, c'est un truc en plus que j'aurais pu parler dans le gameplay, le level design, c'est bien que j'en parle maintenant avant que j'oublie. On peut monter sur certaines caisses, on peut déplacer des caisses qui vont nous permettre de monter sur certains trucs, mais tu sens que le jeu il est pas fait pour ça. Le jeu il est pas fait pour monter sur des objets ou pour escalader des objets. Tu te dis, il y a une barrière de 20 cm qui te bloque et tu es obligé de faire le tour pour grimper sur une échelle ou sur un escalier qui va te permettre de passer par un chemin très précis. Je trouve que tu es trop dirigé et si tu as le malheur de tomber, bah tu peux pas te rattraper. C'est pas comme si un personnage allait se rattraper comme si tu pouvais escalader, tu vois, tu tombes, c'est pas comme si tu pouvais te rattraper à la paroi, ou ne serait-ce que le personnage se tienne au bord du truc en mode, je veux pas tomber, je me raccroche au bord du truc et je peux remonter. Là, non, pas du tout. Ils ont vraiment été au plus simple, tu tombes. Et le level design n'est clairement pas fait pour ça. Et c'est vraiment dommage. Et du coup, tu vois plein d'endroits où tu aimerais bien aller, et puis tu arrives devant et tu fais... En fait, tu cherches plus de temps à trouver comment escalader ou comment passer certaines zones ou à devoir contourner 1 milliard d'objets, sachant qu'en plus c'est super beau et tu te dis j'aimerais bien aller dans cette zone et tu peux pas y aller parce que le jeu te dit non, en fait tu peux pas monter sur le tas d'ordures ou de trucs qu'il y a là parce que c'est juste contemplatif. Tu peux pas le monter, tu peux pas l'escalader, tu peux pas le visiter, tu ne peux pas l'observer, tu peux même pas ne serait-ce qu'y aller tout court en fait parce qu'il y a un mur invisible ou
ou une barrière de 20 centimètres qui te dit non, tu restes là et t'observes, et c'est tout. Et t'auras pas d'accessibilité plus que ça, ou en pensant qu'il y a un item caché derrière, ou dans les débris tu peux trouver des objets en plus. Non, 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 c'est juste contemplatif et c'est tout. Et ça, c'est frustrant, tu vois. Surtout que maintenant, quand tu sais que les jeux de ce type se veulent vraiment ouverts, mais ouverts à tous les sens du terme. Tu peux monter partout, tu peux visiter partout, à toutes les sauces. Et là, pour le coup, en deux limites, donc tu as l'impression de faire un petit pas en arrière. Surtout que le jeu est magnifique, donc te limiter à ça, c'est vraiment dommage, ça casse un petit peu, je trouve, l'immersion. Ça ne la gâche pas, mais il y a de la frustration. Voilà. Et le dernier petit point, bon, j'aurais pu le mettre en premier, parce que je l'ai littéralement mis en premier dans ma liste des moins, c'est évidemment la phase de tuto. Après l'introduction, qui claque, qui est superbe, on te met sur une phase de tuto, sans déconner, d'au moins 3 à 4 heures. Je pense même, sans déconner, que le premier chapitre, c'est un chapitre de tuto, en fait. Parce que on te dirige à mort. T'as pas le choix, tu peux pas visiter les zones comme tu le veux, on te laisse pas le choix de faire certaines missions, c'est pas comme si on te laissait la liberté de partir, tu ne peux rien faire, tu dois suivre le chemin qu'on t'indique de suivre, tu dois suivre les objectifs, tu dois construire tel ou tel tour, tu dois relier les tours entre elles par d'électricité, tu dois relier les tyroliennes entre elles, bref, c'est un tuto gigantesque et un couloir immense et insupportable de dialogue. C'est aussi pour ça que je vais pas plus loin que ça. Parce que les tunnels de dialogue interminables, même s'il y a du doublage, et heureusement qu'il y a du doublage, parce que mon Dieu, c'est pour ça que j'ai pas joué à des Pokémon depuis longtemps, parce que l'absence de doublage, ça fait vraiment cheapos. Ça fait vraiment, on n'a pas envie de payer des comédiens. Surtout vu comment la situation des comédiens et du doublage en général dans le monde se passe ces derniers temps, et que ça va pas aller en s'arrangeant. Et ben que certains jeux ne mettent carrément pas, parce que flemme de payer des comédiens. Donc on laisse tout et on met juste du texte à lire pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et là, pour le coup, pour ce tuto, je le trouve personnellement trop long. Je le trouve trop long. J'aurais bien aimé pouvoir skipper des parties pour aller beaucoup plus vite. Genre, sachant que tu as le menu didacticiel. Si jamais tu as oublié une commande ou comment faire tel truc, tu as les menus didacticiels. Ils servent à ça. Donc, pourquoi on ne t'a pas simplement proposé un skipper cette étape? Pourquoi t'as-t-on forcé à mettre tel ou tel truc en place? Pourquoi t'as-t-on bloqué dans cette zone pendant 2 h 30 où clairement t'es obligé de battre tel ou tel mob pour avancer, parce que sinon tu finis pas ta quête, parce que sinon tu peux pas visiter librement la carte avant ta 3e heure de jeu. Voilà, ça me fait chier les tutos à rallonge comme ça. C'est juste un petit point noir. Ça n'enlève rien à tout ce que le jeu propose et à toutes les bonnes choses qu'il propose. Mais je trouve que ce tunnel de tuto interminable, que je trouve personnellement interminable, au bout d'une heure, voilà. En bout d'une heure, t'es juste rincé et t'as juste envie de faire stop, je m'y remettrai demain. Et le lendemain, tu te dis, oh non, en fait, j'ai encore 3 heures de tuto là, c'est juste pas possible. En fait, tu relances le jeu et tu retombes sur un tuto parce que t'as oublié qu'il fallait mettre la 48e tour pour relier la ville en électricité. Parce que c'est comme ça et parce que c'est pas autrement. Voilà. C'est juste ça, hein. C'est juste ça, et c'est mon avis, si jamais ça vous avait pas sauté aux yeux. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'est que mon avis sur Ark Knight Enfield. Le jeu est très bien. Je reconnais à 1001% ses qualités. Je l'ai apprécié sur les premières heures de jeu. Maintenant, c'est essentiellement son côté farm et tout ça. Moi, même les jeux à la Genshin et tout ça, les gachas et tout, moi, je ne peux plus. Il y a vraiment certains gachas qui arrivent à me faire rester, et c'est surtout parce qu'ils sont sur mobile de manière globale, qui m'y font rester. Mais sinon, les genres de jeux comme ça, je les teste parce que j'ai envie, parce que Ark Knight, voilà, je connais un peu de loin, parce que j'ai vu l'adaptation en animé d'Ark Knight aussi. Donc, et puis j'ai des connaissances qui aiment bien Ark Knight, donc on me recommande aussi un petit peu beaucoup, même si on force pas, et je comprends pourquoi on force pas aussi, parce que si c'est pour me lasser du truc très vite, ce qui est le cas aujourd'hui, ou pour me dégoûter du truc avant même que je commence, ça n'en vaut pas la peine. Donc je le teste de mon côté et à mon rythme. Et après, je me fais une idée si oui ou non je continue. Si vraiment je vais me lancer dedans comme un gros geek et qu'il ne va plus sortir de sa chambre pendant 1 semaine et demie et ne penser qu'Ark Knight matin, midi et soir, même si heureusement j'ai un travail et qui m'oblige à me lever tous les matins, donc je peux pas rester chez moi tout le temps à jouer. Et heureusement d'ailleurs, hein, putain, parce que waouh, rester chez soi pendant des heures à jouer à ce genre de jeu-là, putain, faut le faire quand même, hein, pour rester assis pendant des heures. Moi, je reste assis 2 heures sur ma chaise, déjà, j'en peux plus. Alors les mecs qui restent 1 journée et demie assis sur leur chaise, je sais pas comment ils font. Respect à eux. C'était le hors sujet du jour. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, et on se donne rendez-vous très vite pour My
Hero Academia Hold Justice. Oui, je vais tester ce jeu parce que c'est quand même un My Hero Academia qui est très attendu. Et après ça, ça sera pas avant le mois d'avril parce que normalement aurait dû sortir d'ici quelques jours. Aurait dû sortir, je pense même que j'aurais déjà dû commencer à y jouer au moment où cette vidéo sort. C'est Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins Origin. Et malheureusement, le jeu a été décalé à mi-mars ou fin mars. Ça dépend encore si la date est officielle ou non. Mais je crois qu'il sort genre le 19 mars ou le 17 mars, un truc comme ça. Et de ce fait, il sortira pas avant, le test sortira pas avant le mois d'avril parce que mon planning de vidéo il est plein en fait. Voilà. Vous avez pu mettre stop si vous voulez et regarder un peu le planning de vidéo. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Merci à tous et rendez-vous très vite pour My Hero Academia Hold Justice. Un vrai jeu console cette fois-ci. Pas un gacha, rien. Un jeu combat. Combat, on aime bien le combat, on est bien la baston ici. A plus tout le monde. Ciao, bye.